Solidarité paysanne avec la Palestine. Une émission de Radio Zinzine. Il s'agit d'un entretien avec Morgane Audy, qui est maraîchère en Bretagne et membre de la Confédération paysanne. On va partir loin, enfin le sujet c'est loin, c'est sur la Palestine, sur la Cisjordanie, parce que nous avons pu lire 3 billets, comme on dit, billets de blog sur Mediapart, mais en fait c'est des carnets de bord de 2 paysannes françaises, membres de la Confédération paysanne et membres également de Via Campesina, qui ont participé à une délégation organisée par Via Campesina. Il y avait 9 paysans et paysannes venus de pas mal de pays différents qui sont allés pendant 10 jours, du 8 au 18 décembre, donc ce mois-ci, visiter plusieurs fermes, plusieurs lieux et surtout découvrir la réalité actuelle qui est très dure, très difficile en Cisjordanie, notamment pour les paysans et les paysannes. Et l'une des 2 femmes qui est partie là-bas, elle s'appelle Morgane Audy. Nous avons déjà rencontré Morgane il y a quelques années. Elle est maraîchère en Bretagne et on va essayer d'appeler Morgane. Voilà donc Morgane Audy en ligne depuis, j'imagine, la Bretagne. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on avait vraiment envie de parler avec toi parce que tu as fait partie d'une délégation, je pense, organisée par la Via Campesina en Cisjordanie, en Palestine. C'était le 8 au 18 décembre, je crois, c'est ça ? Tout à fait. On était 9 paysans et paysannes d'organisations membres de la Via Campesina. Alors, c'était une délégation internationale, mais on était tous européens parce que pour pouvoir rentrer par les frontières israéliennes, c'est pas possible pour des Colombiens ou des Indonésiens de passer. Donc voilà. Donc on était du Pays Basque, de Galice, d'Italie, du Portugal, d'Irlande et de France. D'accord, et vous étiez donc accueillis, j'imagine, je crois qu'il y a une organisation en Cisjordanie qui fait partie de la Via Campesina. Alors il y a une organisation en Palestine, ils ont des branches à la fois en Cisjordanie et à Gaza, ça s'appelle UWAC, c'est l'Union des comités agricoles. Et effectivement, c'est une organisation paysanne qui fait un travail assez extraordinaire d'aide aux paysans pour réclamer les terres agricoles, obtenir des titres pour les paysannes et les paysans, mais aussi pour aider à mettre en place des infrastructures d'irrigation. Ils ont aussi une banque de semences. Enfin voilà, ils font vraiment un travail assez extraordinaire dans un contexte très difficile. D'accord. Nous avons pu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Mohamed, mais il y en a beaucoup de Mohamed, j'imagine, mais il est plutôt du côté de Hébron. Il est venu chez nous en septembre, octobre, parce qu'il y avait une grande rencontre à Antibes sur les semences, réseau semences paysannes. Et donc, il nous a déjà beaucoup raconté, c'était très intéressant. Donc, c'est cette organisation qui a un peu organisé votre programme, les visites et tout ça. Ben voilà, ils nous ont organisé une visite très complète. Donc, on logeait à Ramallah la plupart du temps, où il y a les bureaux principaux de UWAC. Mais on est allé dans le nord à Naplouse, on est allé dans la vallée du Jourdain, on est allé du côté d'Hébron, du côté de Bethléem. Enfin voilà, on a vraiment sillonné toute la Cisjordanie pour voir les différentes réalités agricoles. C'est effrayant ce qu'on a vu. Enfin vraiment, on a pu voir de nos propres yeux ce que ça veut dire la colonisation, ce que ça veut dire pour des paysans et des paysannes se faire expulsés de leur terre au jour le jour, parce que quand même ce qui est très impressionnant, c'est que ça avance très très vite, hein. C'est-à-dire que il y avait des moments où on passait là avec l'équipe d'UWAC et ils nous disaient mais la dernière fois qu'on est passé là, il n'y avait pas cette colonie-là, ou la dernière fois il n'y avait pas ces barrières-là, et
Et en fait, voilà, la colonisation avance à un rythme complètement dingue. Et les premières victimes, ce sont les villageois, c'est les paysannes et les paysans qui sont dans la zone C et qui subissent ça de plein fouet. Zone C, il faut juste qu'on rappelle pour nos auditrices et auditeurs. Alors, en fait, suite aux accords d'Oslo, la Palestine a été divisée en 3 zones, A, B et C. Les zones A sont, en fait, c'est les villes, enfin le cœur des grandes villes, donc Ramallah, Hébron, Naplouse, Jenin, qui sont sous autorité palestinienne et où c'est y compris la police palestinienne qui fait le maintien de l'ordre. En zone B, l'autorité palestinienne gouverne, mais la police est faite par les Israéliens. Et en zone C, c'est sous administration israélienne. Donc c'est la Cisjordanie occupée, mais c'est sous l'administration militaire israélienne. Et en fait, la quasi-totalité de la colonisation se fait en zone C, là où les Palestiniens ils n'ont pas du tout la main, et où les habitants de la zone C, essentiellement les paysans et les paysannes, ils font face très directement à la police israélienne, à l'armée israélienne, et aussi aux colons, qui, après le 7 octobre, il y a plus de limite dans la violence, il n'y a plus aucune punition contre les exactions qu'ils peuvent commettre contre les Palestiniens. Et donc ce que les paysans palestiniens vivent au quotidien, c'est de se faire tabasser, parfois des assassinats, et puis de se faire voler leurs terres. C'est assez, ça semble assez incroyable, mais en fait ce qui se passe, c'est que les colons, ils posent un drapeau israélien quelque part, sur une colline, sur le haut d'une montagne, et ensuite, les paysans palestiniens, même si ça a été leur terre depuis toujours, ils n'ont plus le droit de s'approcher du drapeau israélien. Et voilà, ils se font piquer leur terre comme ça, juste des colons israéliens mettre un drapeau, et c'est fini pour les Palestiniens. Est-ce que pour toi, c'était la première fois que tu étais en Cisjordanie ? C'était la première fois que j'y allais. Oui. Il y a très régulièrement des délégations de la Via Campesina, mais là, il y en avait plus ces dernières années. Puis en fait, on faisait des déclarations de solidarité, puis on avait l'impression que, en fait, ça suffit pas, quoi. Il y a un moment où, si on veut montrer la solidarité, il y a pas d'autre façon que d'y aller. Et aussi, ce qu'on a vu sur place, et ce que nous ont dit à la fois les officiels de l'autorité palestinienne, mais aussi plein de paysans et de paysannes, c'est que ce qui change la donne, c'est quand il y a des volontaires internationaux qui sont sur place. Ça fait clairement réduire le niveau des attaques des colons, et ça permet réellement de protéger les paysans palestiniens. Donc c'est aussi un appel. En fait, il faut continuer à aller en Palestine. Voilà, nous, on a réussi à rentrer sans trop de difficultés. Mais c'est important de continuer à y aller. Ils sont super contents, les gens, en fait. Dans la rue, des gens qu'on connaissait pas, ils baissaient les fenêtres des voitures et ils nous disaient bienvenue, bienvenue. Enfin, voilà, ils étaient très touchés qu'on soit là. Et donc, faut continuer à y aller, à participer aux campagnes de volontaires pour la récolte des olives, mais aussi en dehors de la période de la récolte des olives pour être avec les gens et notamment être avec les paysans et paysannes palestiniens pour... juste le fait d'être là avec nos téléphones et de pouvoir prendre des photos et des vidéos, ça les protège. Oui, je trouve ça très très important qu'une délégation comme le vôtre vous êtes allée, parce que en fait il y a une sorte de incertitude. Il n'y avait pas vraiment les certitudes de pas mal d'organisations, y compris l'association France Palestine Solidarité que nous connaissons très bien ici, mais qui a vraiment hésité d'organiser des délégations là-bas suite à, entre autres, l'assassinat d'une femme turco-américaine il n'y a pas si longtemps à Naplouse, je crois. Et voilà, c'est très important de dire que c'est quand même possible d'y aller et que surtout que les gens là-bas, ils attendent que ça, quoi. Ah oui, c'est en fait essentiel de pas les abandonner. Nous, on a vécu quelques moments un peu tendus. Mais les amis palestiniens, sur ces moments tendus, ils nous ont dit si vous n'aviez pas été là avec nous, ça aurait dérapé. Et donc le fait qu'on ait été là, qu'on était européens, et que clairement, dans ces contextes-là, c'est triste à dire, mais notre vie pour les Israéliens, elle vaut plus cher que la vie des Palestiniens, et donc ça permet de les protéger. On est rentré dans la mosquée d'Abraham, qui est au centre d'Hébron. C'est un lieu, c'est assez terrible. C'est une mosquée qui a été divisée en deux entre une mosquée d'un côté et un temple
de l'autre, et c'est collé à une colonie israélienne, et l'accès à la mosquée est contrôlé par l'armée israélienne, et c'était très très tendu de rentrer là. Ils n'y étaient pas rentrés depuis longtemps, nos autres Palestiniens, et à ce moment-là, ils nous ont dit si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas pu rentrer dans cette mosquée. Alors que c'est un des lieux les plus saints des 3 religions du livre en l'occurrence. Mais voilà, on sent que pour eux c'est très important qu'on y aille. Et puis en plus c'est un peuple très très hospitalier, les Palestiniens. Donc quand on y est, on avait presque honte tellement on était vraiment traités comme des princes et des princesses. Mais voilà, donc c'est aussi un encouragement. Certes, c'est stressant de passer la frontière israélienne. C'est pas un chouette moment, mais en fait, c'est possible. Et puis, ce qu'on risque, nous, c'est pas grand-chose, en fait. On risque au pire d'être renvoyés dans nos pays, donc on risque pas grand-chose. Et par contre, c'est très important de le faire. Oui, il faut quand même rappeler que vous avez donc décidé de faire toute une série de billets sur un blog chez Mediapart. Et j'ai déjà lu, donc il y a 3. Donc j'ai lu cet après-midi. Et je crois qu'il y a un nouveau qui va être publié demain, si je comprends bien. Mais en tout cas, il y a un moment quand même où c'était pas évident, où des soldats sont arrivés et très très énervés, et les étrangers doivent dégager, etc. Et que là, toi tu as parlé de honte, mais là tu as dit que en fait vous aviez un peu honte, mais un sentiment vraiment d'impuissance, quoi, qu'en fait vous avez dû finalement partir avec les amis palestiniens parce que finalement vous n'aviez pas trop le choix, en fait. Bah oui, en fait, on s'est retrouvés, ça c'était du côté de Naplouse, dans le nord. On s'est retrouvés dans un village qui est encerclé par 6 colonies, où ils ont quasiment plus accès à des terres agricoles, et où l'accès vers la route principale a été bloqué aux Palestiniens après le 7 octobre. Et donc il y a cette barrière là, voilà, qui coupe le passage pour les Palestiniens vers la route principale, qui est une route toute neuve qui mène à la colonie qui est au-dessus. Les colonies, elles sont toujours au-dessus, donc on est toujours on est toujours regardé par les miradors, par les gens dans les colonies qui sont au-dessus dans la montagne. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des soldats qui sont arrivés, qui ont demandé à ce qu'on parte, et il y avait les enfants qui étaient là, qui nous demandaient de rester, qui nous demandaient d'ouvrir cette barrière. Et on sentait bien que, Fouad, qui est le président de OUA, qui nous accompagnait, il voulait pas s'en aller tout de suite, mais en même temps, il voulait pas non plus qu'on fasse prendre des risques, ni à la délégation, ni aux villageois qui étaient là. Et donc ils sont armés en face. Les Palestiniens, ils sont pas armés, ou alors, quand ils sont armés, c'est de pierre. C'est complètement disproportionné. Et donc on est remonté dans le bus et on est parti un peu minable, quoi. Et en fait c'est régulièrement comme ça, en fait le rapport de force il est tellement disproportionné que que ce soit l'armée israélienne ou les colons, ils sont armés de mitraillettes, de M16, d'armes ultra puissantes, et en face en face les gens ils ont juste leur courage. Moi je suis impressionnée par les Palestiniens. Alors je les trouve très très calmes, parce que faire face à un tel niveau de violence et chaque jour ils se retrouvent intimidés, ils se retrouvent humiliés. Je les trouve très calmes, et on parle de la ténacité palestinienne. La chose principale leur façon principale de résister, c'est de rester, et notamment pour les paysans, de rester sur leur terre, de continuer à être paysans paysannes, de pas bouger. C'est ça leur forme de résistance, et c'est pour ça que nous, à la Via Campesina, en tant que mouvement paysan, on veut les aider à rester, en fait. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que notamment après l'élection de Trump aux États-Unis, il y a clairement une volonté du gouvernement israélien d'annexer complètement la Cisjordanie. Et il va falloir un sacré soutien, des campagnes notamment en Europe, pour dire qu'il n'en est pas question, en fait, qu'il n'en est pas question, qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi, en face les Israéliens. Il y a des règles qui s'imposent, il y a un droit international, même s'il est souvent très insuffisant. Ce qu'ils ont fait à Gaza, c'est qu'ils ont toujours refusé qu'il n'y ait aucun média occidentaux qui y aille, et je trouve qu'il ne faut pas laisser les portes se refermer sur la Cisjordanie, il faut continuer à y aller. Et ça, en tant que simple citoyenne, on peut le faire, nous.
Je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter un entretien avec Morgane Audy, qui est maraîchère en Bretagne et membre de la Confédération paysanne. Elle a participé à une délégation du 8 au 18 décembre en Cisjordanie avec 8 collègues paysans-paysannes de différents pays d'Europe. En tout cas, ce que tu as raconté sur le fait que les Palestiniens et Palestiniennes veulent vraiment accrocher à leur terre et pas accepter qu'ils le perdent, c'est très bien montré, je le rappelle, pour les auditrices et auditeurs qui n'ont pas encore vu ce film, parce que c'est passé chez nous quand même, mais No Other Land, ça vraiment explique, je ne sais pas si tu as pu voir ça, Morgane, mais en tout cas, c'est un film qui montre un village pas loin de Hébron, je crois, mais qui vraiment, c'est invraisemblable, le harcèlement, la destruction de petit à petit des maisons, mais les gens, la grande partie insistent de rester, quoi. Très impressionnant. Bah oui, nous c'est ça qu'on a vu. Demain va paraître du coup le 4e jour de notre séjour là-bas, où on est allé dans la vallée du Jourdain. Oui. Où pour le coup le niveau de la colonisation est allé encore plus loin parce que les paysans ils ont quasiment tout perdu, les Palestiniens en vallée du Jourdain. Ils sont clairement minoritaires. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens qui sont encore là, les derniers villages qui résistent, voilà, ils font face ils sont complètement encerclés. Ils font face à des attaques quasiment quotidiennes. Enfin voilà, c'est complètement héroïque leur résistance. En plus, ça parle vraiment d'agriculture parce que la vallée du Jourdain, c'est le grenier de la Palestine. C'est là où il y a vraiment possibilité de produire beaucoup plus, notamment parce qu'il y avait de l'eau. Et ce qu'on raconte dans ce billet-là qui va apparaître demain là sur le blog de Mediapart, c'est qu'en fait, le Jourdain, il est asséché. En fait, il n'y a plus de Jourdain. Parce que les colonies israéliennes, c'est des monocultures, c'est des fermes-usines, c'est un modèle agricole hyper industriel, hyper extractiviste vis-à-vis du territoire. Il n'y a plus d'eau dans le Jourdain et donc c'est assez terrifiant, quoi. Une autre chose qui nous a vraiment questionné, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors pas à Jérusalem, mais en Cisjordanie, les colons, en fait, c'est des hippies. C'est pas l'image que Fanny et moi on s'en faisait. Et ça nous a beaucoup questionné sur la gauche. Puis moi, dans ma famille, je sais que j'ai beaucoup de gens qui, dans les années 70, sont allés dans les kibboutz et tout ça, plein de rêves. Je pense qu'ils étaient de bonnes... Enfin voilà, ils voulaient faire quelque chose de bien, mais ça questionne beaucoup aussi sur... là-dessus. Enfin, en l'occurrence, vraiment, nous, les colons qu'on a vus, notamment en vallée du Jourdain, c'était des hippies avec les cheveux longs, les rastas, la totale. Et on s'est dit, mais voilà, c'est incroyable. Du coup, souvent, on a des préjugés et on peut être complètement à côté de la plaque. Oui, dans votre blog, vous avez évoqué effectivement la question de l'eau qui est tellement un enjeu immense, comme vous dites. Ça, c'était pas que dans le Jourdain, c'est partout. Et puis, en fait, mainmise quasi totale, je crois que c'est 80%, 90% peut-être, de l'eau qui devrait être accessible pour les Palestiniens, mais non, c'est complètement que pour les Israéliens, des colons, quoi. Et en fait, l'autorité palestinienne, elle a aucune souveraineté sur la ressource en eau. Et du coup, la façon de reconnaître des villages palestiniens comparés à des colonies israéliennes, c'est que les Palestiniens, ils n'ont pas l'eau courante en permanence dans les robinets. Et donc, ils doivent stocker l'eau. Et donc, sur toutes les maisons palestiniennes, il y a des citernes d'eau. Enfin, c'est très visuel, que ce soit en ville ou à la campagne. Partout, toutes les maisons, tous les immeubles palestiniens, il y a des citernes d'eau au-dessus pour stocker l'eau. Parce que, notamment pendant l'été, il y a des périodes où ils ont de l'eau une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et donc, quand il y a l'eau courante dans les robinets, il faut absolument la stocker et la mettre dans les citernes. Alors, sur les maisons israéliennes, ils ont l'eau courante en permanence et donc il n'y a aucune citerne d'eau sur les maisons israéliennes. Et du coup, la consommation, elle est, je crois que c'est 80 litres d'eau par jour et par Palestinien et c'est 240 litres d'eau par jour et par Israélien. Et si on considère l'agriculture, la différence, elle est encore plus grande parce que du coup, les paysans palestiniens, ils n'ont pas d'eau et donc ils mettent en place des systèmes de culture beaucoup moins gourmands en eau. Alors que, vu que l'agriculture israélienne, elle accapare toute l'eau, c'est des systèmes très très gourmands en eau où
où ils irriguent à fond des cultures et ils mettent en place des cultures qui ne sont pas forcément très adaptées au terroir. Mais ça pose la question du futur, parce qu'on se dit que c'est quand même une terre aride et le changement climatique, on le ressent aussi assez fortement là-bas et on se dit mais voilà, la crainte de ne pas avoir d'eau pour les villages palestiniens, elle est immense. Et aussi, ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans un certain nombre d'endroits, en fait, le robinet, il est coupé, en fait. C'est une mesure de rétorsion, pour les punir, ils coupent l'eau, et puis quand il n'y a plus d'eau dans un endroit, c'est difficile de survivre. C'est notamment le cas des communautés des Bédouins, en fait. Pour les Bédouins, quand il n'y a plus d'eau, ils ne peuvent plus abreuver leurs bêtes et ils ne savent plus comment faire, en fait. Donc c'est vraiment le fait de couper l'eau, c'est une façon, en fait, d'expulser les populations qui est terrible. Et il y a un autre aspect qui m'a pas mal frappé dans vos billets, là, le carnet de bord, quoi. C'est un peu sur les colonies, parce qu'on a tous vu il y a des colonies qui sont carrément des grandes villes, quoi. C'est des immeubles, toujours sur le sommet ou sur les collines. Après, il y a des plus petites, mais qui sont quand même bien installées. Mais après, semble-t-il, il y a pas mal que vous avez pu voir qui sont vraiment juste quelques mobil-homes et commencent à prendre possession d'un territoire. Et c'est le début d'une colonisation, quoi. Oui, tout à fait. En fait, on a vu pas mal d'endroits où sur les collines, il y avait 3 mobil-homes et plein de drapeaux israéliens tout autour, protégés par des militaires, raccordés. Ils sont immédiatement raccordés à l'eau et à l'électricité. Et ça, c'est les premières installations. Parce que nous disaient nos hôtes de Ouak, c'est que ces 3 mobil-homes, 6 mois plus tard, il y aura 50 maisons, quoi. Et ça, c'est effrayant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où la colonisation est commencée et c'est bien sûr soutenu par le gouvernement israélien. Il y a un ministre notamment qui a fait des distributions de mitraillettes à tous les colons. Donc tous les colons sont armés et surarmés de M16. Et en fait, c'est ça qui fait très très peur aux Palestiniens à l'heure actuelle. C'est qu'ils ont l'impression que là, en 2 ans, en l'occurrence, ils ont perdu d'immenses parties du territoire. Enfin, concrètement, ce qu'ils ont perdu, c'est terres agricoles. Qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les maisons palestiniennes. Et ils disaient, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vivre nous aussi ce qui s'est passé à Gaza? Est-ce qu'ils vont tous tenter de nous exterminer? Est-ce qu'ils vont tenter de faire un déplacement massif de toute la population vers la Jordanie? Enfin voilà, c'est quand même une population de pas loin de 5 millions d'habitants en Cisjordanie. Enfin, ils sont quand même très inquiets. Alors très résistants. Enfin, en gros, leur stratégie à eux, c'est de pas bouger. De toute façon, ils n'ont pas, ils n'ont pas d'armes, donc leur seule arme, c'est de dire on ne bougera pas. Et notamment, quand même, il y a de très nombreux paysans, paysannes, et notamment l'aspect agricole de dire on va continuer à produire, on va continuer à s'occuper de nos terres. C'est quelque chose de très fort, mais enfin voilà, c'est ce qu'ils nous ont demandé. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire ce blog. Et puis ils nous ont dit parlez de ce que vous avez vu parce que c'est grave. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens en Europe qui n'ont pas conscience que si on fait rien, d'ici peut-être 1 an, 2 ans, il y aura plus de Cisjordanie en fait. Les choses vont tellement vite que c'est vraiment effrayant. Juste pour les questions d'armement, les colons armés, il y a un ami, Saad Daguerre, qui est du Forum agroécologique en Cisjordanie, qui était
chez nous en Provence il n'y a pas si longtemps, et lui il évoque le chiffre de 180 000 colons qui sont clairement armés, quoi. Et que bon, évidemment c'est pas tous les colons parce qu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées, etc. Mais là c'est 180 000, c'est énorme. Ils étaient déjà armés, mais effectivement comme tu dis, c'est le ministre responsable d'extrême droite là, pour le Cisjordanie qui a diffusé encore plus d'armes à tous ces gens-là, quoi. Oui, Ben Gavir. Ouais. Ouais, il y a des vidéos en fait où on montre les distributions de mitraillettes dans les colonies. On s'est beaucoup questionné avec Fanny sur comment est-ce que les gens ils pouvaient faire ce choix en fait d'aller vivre dans les colonies, d'aller y élever leurs enfants. Enfin, ça nous semble fou. Alors après, il y a certainement des questions de propagande, hein, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup questionné. Qu'est-ce que les gens ils vont faire là-bas dans cette vie entourée, parce que c'est entouré de barbelés, de miradors. Enfin, c'est quand même horrible, quoi. Enfin, ouais. Et donc le poids de l'idéologie, et puis aussi du coup parce que c'est quand même des terres pauvres en fait. Hein, c'est pas à la Marne. Hein, c'est des terres très pauvres, très caillouteuses. Et du coup, probablement, si c'était pas des terres aussi chargées d'histoire religieuse, il n'y aurait pas autant de combats autour de ça. Ça nous a beaucoup questionné sur comment est-ce qu'on pouvait en arriver à un tel niveau de folie humaine, en fait. Oui, mais on pourrait presque élargir ce propos-là quand on réfléchit à la population d'Israël avec les colons en Cisjordanie. Enfin, je ne sais plus où on arrive à 10 millions. Enfin, je ne sais plus exactement combien ça fait, mais c'est comparé aux pays arabes autour, c'est très peu. Et quelque part, au lieu de chercher à avoir une cohabitation à peu près paisible, enfin d'aller vers quelque chose d'une cohabitation, le pays tout entier, n'a pas du tout choisi cela. Et effectivement, les colons en Cisjordanie, c'est peut-être presque le plus extrême dans ce sens-là, quoi. Oui. Et puis aussi, je crois qu'une des choses qu'on a appris, c'est que en fait, on a rencontré des musulmans, des chrétiens et des juifs, notamment à Naplouse. Il y a une communauté juive qui habite à Naplouse, qui sont des juifs palestiniens, des Samaritains, et qui en fait subissent aussi la répression du gouvernement israélien parce qu'ils sont palestiniens. Donc en fait, on s'est vraiment dit, et ça c'était une information, moi j'avais jamais entendu parler en fait des juifs palestiniens. Donc c'est clairement pas une guerre de religion en fait. C'est clairement un conflit colonial entre des gens qui sont là, dont les grands-parents étaient là, qui se sont fait piquer leur maison et leur terre en 48, qui ont dû bouger ailleurs, et puis et qui veulent juste vivre sur leur terre face à des colons, face à une logique coloniale. Ça questionne énormément. On a aussi rencontré, le jour où on est allé à Jérusalem, on a rencontré un grand archevêque chrétien grec orthodoxe, et c'était impressionnant parce que c'est un important. Je sais pas c'est quoi son grade religieux, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas il disait mais en fait on n'a jamais été séparés comme ça. Enfin, c'est sur cette terre on a toujours vécu ensemble en bonne harmonie, et en fait il était très en colère. Notamment il était très en colère du fait que il y ait maintenant ce mur entre Bethléem et Jérusalem. Il dit mais en fait jamais dans toute l'histoire on a bâti un tel mur, et là ils veulent nous séparer avec des murs de 11 mètres avec des barbelés dessus, et c'est insupportable en fait. Enfin, voilà, c'est vrai que ce mur aussi là, moi j'avais pas conscience que c'était en fait je crois que le mur de Berlin, tout le monde s'est réjoui quand il est tombé, mais en fait il y a un mur plus haut, plus grand, plus long, plus terrible qui est là, et personne ne dit rien, tout le monde fait comme si c'était normal, alors que c'est juste effrayant quoi ce mur. Et aussi, moi je pensais naïvement que ce mur il séparait des Israéliens des Palestiniens, et en fait non. En fait il sépare des Palestiniens d'autres Palestiniens. En fait il sépare notamment les Palestiniens de Jérusalem-Est des autres Palestiniens qui sont en dehors de Jérusalem, avec un système de papiers différents. Enfin c'est kafkaïen, les gens ils doivent passer les checkpoints. Enfin il y a tout un système de checkpoints, de routes barrées, de routes qui s'ouvrent. Les gens ils savent pas quand est-ce que ça va s'ouvrir, quand est-ce que ça va fermer. Du coup ils sont sur un tout petit territoire qui fait 120 km
du nord au sud, 50 d'est en ouest, et les durées des trajets peuvent durer des heures et des heures, juste parce que les gens, ils savent pas quelle barrière va s'ouvrir à quel moment, et aussi parce que les gens, ils ont peur de passer ces barrières, parce que concrètement, c'est dangereux, il y a des soldats, il y a du stress. En allant vers l'aéroport le dernier jour, dans la voiture, il y avait un des délégués qui avait laissé son passeport dans le coffre, et donc on s'est fait arrêter à un checkpoint, et le chauffeur de taxi, il avait vraiment très très peur. Le délégué, là, il a dit, je vais sortir, je vais le chercher. Il lui a dit, non, tu sors surtout pas, ils vont te tirer dessus si tu sors. Donc voilà, des bêtises d'avoir oublié son passeport dans le coffre de la voiture, ça peut amener à des situations, on risque de se faire tirer dessus. C'est juste complètement hallucinant. Et du coup, ça, c'est des choses que les Palestiniens, eux, ils vivent au quotidien. Et encore une fois, ils prennent des risques 100 fois plus importants que les risques que nous, Européens, on peut prendre quand on est là-bas. Poursuivons notre entretien avec Morgane Audy, membre d'une délégation de la Via Campesina qui s'est rendue en Cisjordanie, en Palestine, du 8 au 18 décembre 2024. Et encore autre chose qui m'a encore frappé, mais en fait j'ai l'impression que chaque fois que soit on va sur place, soit on rencontre des personnes de là-bas, il y a toujours des exemples encore plus incroyables des méthodes utilisées pour vraiment rendre impossible la vie des paysans et des paysannes en Palestine. Toi, tu as évoqué ce drapeau sur les collines. Nous, on a entendu parler de colons qui vont parfois tout seuls ou à deux, avec quelques vaches, avec une arme, mais sur des terrains qui sont vraiment palestiniens, quoi. Et quand les gens du coin ils viennent, ils vont appeler les soldats qui vont venir tout de suite les protéger. Donc ça, c'est une autre méthode. Mais là, j'étais frappé par cette histoire de poulailler. C'est un exemple comme plein d'autres, sans doute. Mais vous parlez de 6 ou 7 bâtiments bon, c'est pas trop l'élevage de poulets qu'on aime nous, mais 5 000 à 10 000 poulets dans chaque bâtiment. Mais c'était quand même important pour l'économie du coin. Et semble-t-il, les Israéliens, ils ont coupé l'électricité et les poules sont tout simplement, poulets sont tous morts. C'est ça? Oui. En fait, c'était, la colonisation, elle est là depuis longtemps, mais après le 7 octobre, il y a eu une forme de punition collective contre les Palestiniens, où du coup, il n'y avait plus de limite aux exactions commises par les Israéliens contre les Palestiniens. C'était voilà, allez-y les gars, faites n'importe quoi et vous serez jamais punis. Et donc, suite au 7 octobre, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau, et puis ils ont interdit l'accès des paysans, des éleveurs à leurs poulaillers. Et voilà, c'était des mesures de rétorsion. Et en fait, partout, il y a eu une espèce de punition collective généralisée, et du coup, une accélération de la colonisation, une accélération du nombre de Palestiniens en Cisjordanie qui ont été... qui se sont fait tabasser, qui se sont fait assassiner. Un des membres de WAC nous a raconté qu'il était en famille dans sa voiture avec sa femme et 3 enfants, et qu'il a un fils de 17 ans, et que je crois que c'était au printemps dernier, ils l'ont sorti de la voiture, ils ont pris son téléphone, et dans les réseaux sociaux, ils ont trouvé une image de Gaza. Enfin, ce serait difficile, je crois, sur la planète entière de trouver quelqu'un sur ces réseaux sociaux. Il n'a pas une image de Gaza, quoi. Et ils l'ont tabassé. Du coup, bien sûr, le membre de WAC, là, il a voulu descendre pour aller défendre son fils. Ils lui ont mis le fusil sur la tempe et ils lui ont dit tu redémarres et tu pars. Et donc, il a dû repartir avec sa famille. Il a mis à l'abri sa femme et ses enfants chez des amis. Il est retourné sur le checkpoint, essayer de récupérer son fils. Et il a dit, mais heureusement, 3 heures plus tard, je l'ai récupéré. Il était en loc, mais il était en vie, et c'était un miracle qu'il soit en vie. Et en fait, ça, c'est des histoires du quotidien en Palestine. De gens qui se font tabasser, qui se font assassiner et qui sont censés rien dire, en fait. Et encore une fois, nous, on s'est plutôt dit, disons qu'ils sont calmes, en fait. Parce que par rapport à ce qu'ils subissent, en fait, nous, on pèterait les plombs, quoi. Enfin, sur place, on était, tous les soirs, on était
Alors, on était effondrés, et puis en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont une telle force, les Palestiniens, et notamment les femmes. Là, on était avec 3 jeunes femmes, Sana, Arsan et Teman, mais avec une énergie, une joie de vivre, voilà quoi. Et notamment, certaines, en fait, elles pourraient vivre ailleurs, parce qu'en fait, quand même, un certain nombre de Palestiniens ont des passeports d'ailleurs, aux États-Unis ou dans les pays européens, mais en fait, elles font le choix d'être là parce qu'elles disent c'est notre pays et on va le défendre jusqu'au bout. Et la meilleure façon de le défendre, c'est de rester et puis de garder cette joie de vivre, cette résistance, cet humour, cet art aussi. Enfin voilà, on a beaucoup entendu des musiques palestiniennes, on a vu les danses traditionnelles palestiniennes. Ils mettent beaucoup d'énergie dans la culture. On a aussi appris quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en fait la plupart des hommes d'une 50aine d'années qu'on a vus, ils avaient passé plus de 10 ans en prison. Enfin, voilà, le niveau d'incarcération, notamment des hommes, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les prisons israéliennes, entre Palestiniens, ils ont une discipline de fer autour de l'éducation. Parce qu'en fait, pour eux, la connaissance, le savoir, c'est aussi une façon de se défendre. Et du coup, dans les prisons, en fait, ils prennent des cours intensifs. Ils disent de toutes les façons, les prisons, elles sont remplies de profs d'université. Et du coup, on apprend, on nous donne des cours. Et notamment, ils apprennent l'hébreu. Donc, en fait, la plupart des Palestiniens connaissent très bien l'hébreu. Et ils prennent des cours d'histoire, de maths, de biologie, de tout ce qu'ils peuvent apprendre parce qu'ils considèrent que le savoir, c'est aussi une arme pour défendre le peuple palestinien. Enfin, on était très touchés par ces histoires de prison parce que c'est des choses que moi j'avais jamais entendu ça non plus, que voilà, dans des conditions assez terribles où ils sont 12 dans des cellules de 3 par 4, ce qu'ils disent qu'ils peuvent faire, c'est apprendre en fait. Nous on trouvait ça très beau. D'accord. Et Morgane, on pourrait parler des heures, et ce que j'aimerais proposer, c'est que peut-être dans une semaine ou deux, si tu es d'accord, qu'on fasse un nouveau point, parce qu'il y aura les autres billets sur le blog publiés déjà à ce moment-là. Et puis évidemment, on aimerait bien comprendre comment vous imaginez en tant que Via Campesina, qu'est-ce que vous imaginez faire par la suite, qu'est-ce que vous avez peut-être des réflexions, comment on peut poursuivre les relations, la solidarité, etc. Mais là, je crois qu'on va être obligé de, en tout cas provisoirement, arrêter. Et, non, il n'y a pas de problème. Et de te remercier beaucoup. Merci. On se rappelle d'ici une semaine ou deux. Effectivement, nous, on va publier un blog tous les 2 jours. Oui. Et voilà. En fait, on trouve ça facilement si on va sur Mediapart, on met carnet de bord de 2 paysannes en Palestine, je pense, on tombe dessus. Hein. Voilà, carnet de bord de 2 paysannes en Palestine. Très bien. Mais super, Morgane, merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Au revoir. C'était Solidarité paysanne avec la Palestine, une émission de Radio Zinzine. C'était un entretien avec Morgane Audy, maraîchère en Bretagne et membre de la Confédération paysanne. Les musiques qui accompagnent cette émission sont toutes de Simon Chahine, de son magnifique disque Blue Flame. Simon Chahine est palestinien, il joue le oud et le violon. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org.